Bonjour à tous, une fois de plus. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens? Alors, nous nous dirigeons vers la fin de cet événement. C'est la dernière session maintenant, et pour moi, c'est un privilège de modérer ce panel avec des gens si illustres qui peuvent véritablement contribuer à un thème si important. Nous avons mis ce thème du financement de côté, nous les avons laissés pour la fin, pour l'organisation dans la structuration de la programmation. Justement, on a fait ça puisqu'on considère qu'il est fondamental de penser, en fin de compte, à la question qui va payer la facture, ou en tout cas qui va mettre la main à la poche. Vous allez nous aider avec ça? Oui, très bien. Nous avons donc, vous avez probablement la programmation sous les yeux, mais en tout cas, vous pouvez voir que nous avons donc Haitham. Merci Haitham. Merci pour être là. Merci d'être là Haitham. Natalia Dias, Ottaviano, Armando, Luis Lessa. Donc le sujet dont on va parler là à ce moment-là, maintenant, pardon, c'est un sujet apparemment simple pour les personnes qui sont ici. Mais pour moi et pour beaucoup d'entre vous, c'est un thème plus compliqué. Je vais donc demander à mes collègues de table ronde d'être le plus simple possible dans leurs explications, de telle sorte que les messages que vous voulez passer puissent arriver jusqu'à nos oreilles de façon simple, mais également sophistiquée à la fois. Et donc je vais commencer par une question. Je vais commencer avec vous, Luis Lessa, président de la Banque d'Amazonie. En tant qu'animateur de la Banque d'Amazonie, comment est-ce que la Banque d'Amazonie se comporte pour développer la région amazonienne, la région de l'Amazonie, et en générant un impact positif pour le Brésil? Et quelles références pouvez-vous donner donc pour nos amis africains? Et je voudrais vous demander véritablement de simplifier au maximum votre réponse à 2 minutes, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à mes camarades de panel. Bosco, merci beaucoup pour cette invitation à participer à ce forum avec un public si sélectionné. Bon, Bosco, la Banque d'Amazonie est en Amazonie depuis 82 ans et fait donc le développement durable de la région. Lorsque nous nous intéressons à la région amazonienne, et là je pense que quelqu'un d'ailleurs a mentionné, je crois que c'est Maria Teresa si je ne me trompe pas, nous avons certaines complexités, puisqu'une bonne partie des gens dans le monde, d'ailleurs c'est pas seulement au Brésil, qui imaginent que l'Amazonie, une bonne partie des gens dans le monde imaginent que l'Amazonie n'est que de la forêt, mais il y a 30 millions de personnes qui vivent en Amazonie d'après l'IBGE. Et ces personnes-là en question qui vivent en Amazonie, elles vivent en Amazonie, elles vivent de l'Amazonie, elles sont amazoniennes, elles ne sont pas d'ailleurs, elles sont originaires d'Amazonie. Et lorsqu'on voit le développement et la durabilité, eh bien, il faut qu'on arrive à créer les conditions de la compatibilité entre les deux. D'une part, on a la préservation environnementale qui est inexorable, on doit s'y intéresser, c'est inévitable, et en ce sens, la Banque d'Amazonie a une politique de crédit extrêmement rigide. Actuellement, les personnes qui viennent du Brésil le savent, FEBRABAN recommande 5 à 6 items de vérification de durabilité dans ses projets de financement, en tout cas dans son analyse de crédit pour être plus précis. Donc la Banque d'Amazonie vérifie 33 items de durabilité et de risque environnemental. Donc on prête de l'argent, on fait du crédit vraiment dans la confiance. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on pense que le crédit, c'est le chemin pour rendre possible le changement de vie des gens. C'est grâce au crédit que nous sommes parvenus à faire arriver des investissements, à mener à bien le développement de certains projets dans des municipalités qui ont un faible IDH. Et pour parler d'IDH, d'ailleurs, c'est important de rappeler ici que, bien que nous ayons en Amazonie l'État, par exemple l'État d'Amazonas, l'État de Amapá, des États qui ont plus de 90% de leur territoire qui est constitué de végétation originelle préservée, eh bien plus de 70 personnes qui vivent dans ces régions, malgré tout, vivent sous la ligne de la pauvreté avec un IDH très faible. Donc en tant que banque, nous avons cette responsabilité consistant à rendre compatibles les investissements, le développement économique et le développement dans des régions
où on pourra avoir donc de l'emploi ou alors de l'assistance technique, du crédit pour les petits producteurs, pour les petits commerçants, de telle sorte qu'ils puissent se développer. Voilà. Et pour conclure, quand on regarde un peu ce forum ici, quand on se demande comment connecter Brésil et Afrique, eh bien quand on regarde les deux plus grandes forêts tropicales du monde, on regarde donc l'Amazonie et on regarde l'Afrique. Et quand on s'intéresse à l'IDH de l'Amazonie et à l'IDH de l'Afrique et de l'Amazonie, on voit qu'on a des choses très similaires. Quand on regarde la forêt amazonienne et qu'on voit que dans la forêt amazonienne, il existe de nombreuses nécessités, de nombreuses demandes et de nombreuses caractéristiques, qu'elles soient culturelles, logistiques ou au niveau du développement social, qui méritent des politiques spécifiques, il n'existe pas une solution pour résoudre les problèmes de l'Amazonie. Eh bien, c'est la même situation pour la forêt tropicale africaine. De nombreux pays qui ont plusieurs configurations et plusieurs besoins différents. Donc, je pense que pour cette discussion, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il n'existe pas une solution toute prête. Et c'est en ce sens que je suis très heureux de participer à cet événement, puisque nous vivons l'Amazonie au quotidien, nous avons nos caractéristiques, nous savons ce qui fonctionne, nous savons ce qui ne fonctionne pas, et je crois que nous pouvons partager ça avec nos amis africains qui, de la même façon, connaissent les problèmes et les besoins qu'ils ont, savent ce qui fonctionne, savent ce qui ne fonctionne pas, et savent qu'on peut extraire de ces discussions des solutions qui seront l'occasion d'améliorer de plus en plus la vie des gens et qui préservent donc l'environnement. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir un développement durable dans nos deux plus grandes forêts tropicales du monde. Ok, Zem, maintenant, comme Lessa l'a dit, au Brésil et en Afrique, je sais que vous connaissez bien le Brésil parce que vous avez passé un temps ici, plus de 4 ans, 5 ans, et vous avez passé par une expérience importante. Le Brésil comme presque un continent de proportion continentale et l'Afrique en général. Mais il y a certains pays spécifiquement comme l'Éthiopie. Comment vous financez des projets d'infrastructure pour des territoires plus lointains? Parce que quand on pense dans des villes comme São Paulo, c'est facile de prévoir le développement, mais dans des régions plus lointaines, comment vous arrivez à aller là-bas? Bon, d'abord, c'est un plaisir d'être ici à São Paulo, comme vous avez dit. J'ai habité ici il y a quelques années et j'aime penser que je connais un peu du Brésil, mais je viens du secteur privé. Et donc, nous sommes un fonds financier, une banque d'investissement qui a son siège à Washington. Et nous ciblons sur les marchés émergents, spécifiquement en Afrique. Et beaucoup de notre travail demande des partenariats, requiert des partenariats avec des institutions de développement financier qui financent le développement. Dans ce cas, dans le cas de construction d'une route qui va connecter deux pays en Afrique, par exemple, les secteurs privés tout seuls ne seraient pas disposés à construire cette route, même s'il y a des péages à payer. Mais si l'une de ces institutions financières et le gouvernement offrait quelques garanties pour éliminer le risque, diminuer le risque, même dans le secteur urbain, peut-être c'est surprenant, mais ce n'est pas toujours facile de trouver des financements pour des projets d'infrastructure dans les grandes villes de l'Afrique, non seulement dans les secteurs lointains, même dans les centres urbains, c'est difficile. Et donc la première, c'est que les questions de développement financier, le financement de développement, c'est qu'il faut développer ces partenariats publics-privés. Ils vont apporter ces investissements qui vont éliminer un peu le risque. Le gouvernement aussi peut y participer, mais en général, on travaille comme ça, en partenariat. Mais pensons au côté financier, et on veut que le gouvernement participe à ces initiatives. C'est parce que le gouvernement a la capacité d'éliminer un peu la bureaucratie. Si on a la participation du gouvernement dans un partenariat public-privé, mais si on a ces institutions financières
et qui financent le développement, comme ici nous avons la Banque mondiale. Et je crois qu'il y a assez de capital. Aux États-Unis, on voit qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de capital, mais la question c'est comment présenter ces projets à ceux qui contrôlent le capital, de manière à ce qu'ils comprennent que le risque qu'ils détectent peuvent être éliminés et comment le faire. Donc il y a ces trois couches, trois niveaux, les routes, l'IDF et le capital privé, le gouvernement. Ce serait mon premier commentaire. Dire qu'il faut créer ces partenariats pour que ces milliards de dollars, milliards et milliards de dollars qui existent aux États-Unis puissent être directionnés vers l'Afrique et peuvent être utilisés pour transformer ce besoin d'infrastructures en Afrique. Peut-être plus tard, j'ajouterai d'autres commentaires. Oui, je crois qu'on peut continuer dans cette direction. Et vous, vous avez plusieurs fonctions. Essayez de nous expliquer quel est le rôle du secteur privé dans le financement de l'infrastructure. Parce que parfois, on pense que l'infrastructure réside seulement en main des États, des banques publiques. Et la capacité de financement, ce n'est pas réel. Il faut toujours faire appel à d'autres entités. Et comment on peut aider? Comment elles peuvent nous aider? Bon, avant, je vais vous dire que c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et le long de mon expérience en tant que vice-président de la Banque interaméricaine de développement et à la Banque mondiale aussi, où j'ai été membre de l'administration pour 2 fois, je peux dire qu'il y a une certaine évolution dans ce rapport entre l'institution de financement et les gouvernements, c'est-à-dire les gouvernements et le secteur privé. Donc, ce qu'a dit Jean Bosco, c'est ça. Soyons réalistes. Les besoins d'investissement de l'équipe de la structure, si on observe dans le monde en développement, c'est énorme. Non à cause des objectifs de développement durable, mais aussi à cause du changement climatique. Et même de l'adaptation, pour ne pas dire de tous les problèmes provoqués par le changement climatique. Donc, je ne vais pas parler seulement des statistiques. Je connais les projections du groupe d'experts de G20 qui a présenté des estimations et l'estimation de la Banque mondiale au CDE. Et tout ça, c'est énorme. Mais tout ça fait face au manque de fonds de la fiscalité dans tout le monde en développement, sans parler de la situation des dettes insoutenables qui doit mener à un autre type de restructuration dans le futur proche. Donc, on ne peut pas imaginer que les besoins d'investissement soient accomplis seulement de ce côté. Les actions multilatérales, à leur tour, sont limitées. Le Raitem a très bien observé que des fois, une gestion financière de part de ces institutions financières, je peux le dire parce que j'ai été vice-président là-dedans, mais parfois, elles sont tellement conservatrices que le rapport entre le capital et les actifs sont très serrés, autour de 20%, et parfois le G20 et ces groupes de G8 recommandent que ces institutions considèrent de réduire ce rapport entre le capital actif et le fonds. On a déjà préannoncé qu'ils vont le faire, mais il ne faut pas se tromper.
l'espace qu'on va obtenir, là, ce n'est pas très grand. La Banque mondiale devra créer un espace de plus de financement de 50 milliards de dollars pendant 10 ans, dans l'espace de 10 ans, en baissant le capital actif de 20% à 19%. Donc, même s'il y a une augmentation de capitaux dans ces institutions, moi, en tant que membre du conseil d'administration de la dernière augmentation de capital de la Banque mondiale, qui a été approuvée en 2018, et je peux vous dire que tout l'espace créé par l'augmentation de capital en 2018 a déjà été utilisé. Il est déjà fini avec la pandémie et tout. Donc, il y a un besoin énorme de plus de capital. Et sans parler de ces questions de gouvernance compliquées et tout ce qui se passe avec les actionnaires, donc elles aussi seront limitées. Morale de l'histoire. Le secteur privé, avoir un secteur privé, c'est essentiel si on veut vraiment élever le palier des investissements pour les infrastructures. Mais l'évolution à laquelle je me suis référé, c'est que ces institutions, elles ont très bien compris que la chose la plus productive à faire, ce n'est pas de cibler sur les investissements que le secteur privé peut faire plus facilement. D'une certaine manière, que ce soit les institutions financières multilatérales que les régionales et les banques nationales de développement devraient cibler sur la chose suivante, d'observer la matrice, la chaîne de valeur des projets d'infrastructure et identifier dans ces chaînes d'infrastructures quels sont les points, les secteurs, le type de risque dont les manipulations seraient plus difficiles pour le secteur privé. Et là, on pourrait ouvrir ce point ici. Dans ce cas, en parlant de l'eau, de l'énergie, des routes, il faut parler de chacune de ces secteurs d'investissement, parce que là, on a différentes matrices de risque, différents genres d'intermédiaires financiers privés qui vont agir. Il y a des choses que la banque fait mieux, il y a des choses que ce sont les fonds qui font mieux. Mais la meilleure chose à faire du côté des institutions de développement, c'est identifier les risques les plus compliqués et pourvoir des assurances pour ces points de la chaîne. Cela peut faire plus viable la jonction des investissements privés. Et moi, excusez-moi, en anglais, le meilleur, c'est le crowd in du secteur privé au lieu de crowd out du secteur privé. C'est l'orientation qui a tendance à être la plus productive et qui doit être observée, d'après moi, non seulement pour les institutions multilatérales, mais aussi par les banques nationales de développement. On va revenir à ce point bientôt. Vous représentez une banque qui couvre tout le continent, l'Afrixim Bank. Ottavio nous a dit que vous devrez voir quels sont les secteurs, comme l'énergie, l'assainissement, etc. Le Office African Bank a un chèque à distribuer parmi les partenaires, mais quels sont les secteurs, les domaines que le Afrixim Bank doit approcher et combien de possibilités existent pour que le secteur privé brésilien puisse en profiter de ces politiques, la politique de ces banques. Bon, je dois lier tout cela à ce qu'on a entendu dire sur le Sud global. Le Sud global, il n'existe pas facilement si on n'a pas les finances nécessaires. Sinon, ce sera qu'un rêve. Si on regarde les taux du Sud global, ils sont beaucoup plus faibles
que celle du Nord global. Donc, ce qui signifie pour nous que nous rêvons à une connexion, à allier des pays, et la même chose se passe dans le Nord, de manière beaucoup moins chère qu'ici. Il faut comprendre, très bien comprendre ce type, et avoir nos financements, évidemment, et renforcer nos régions avec des institutions internationales, parce qu'on voit les risques de manière différente. Il faut identifier tout ça. Laissez-moi analyser ce dont on parle de domaines spécifiques. Voyons les critères qu'il faut avoir. La plupart du Sud global regarde l'Afrique et elle dépend beaucoup des matières premières. Mais si on voit l'exemple de la Chine, ils utilisent des ressources pour développer du capital et pour des capitales utilisés dans le développement aussi. Et là, ils essayent de le faire parce qu'ils ont des matières premières converties en fonds de capital pour injecter dans des projets critiques, mais ils doivent être aussi sélectifs pour choisir le type de matières premières à négocier, quelles sont celles viables au pays ou non, quelles sont les valeurs, tout cela pour gagner du capital. Et sur quelques-unes, il faut ajouter la valeur selon les stages de développement et selon les projets choisis, surtout en général les projets qui ont une faible marge de capital. Ce que j'observe ici entre le Brésil et l'Afrique, il y a beaucoup d'expériences à partager. On parle du domaine de la santé, il y a une grande demande financière. Donc, c'est un point que la Banque de développement peut faire directement. Et aussi la question industrielle et toutes les questions de protection du secteur de libre commerce. Il faut voir ce qu'on peut faire pour l'agriculture. Beaucoup en Afrique, évidemment, il y a les expériences d'irrigation. Tout cela, on peut le faire et transférer ici. Donc, il y a beaucoup de ces actions qui peuvent être faites ici. L'idée générale, c'est que le risque de financement soit non de faire simplement que les gens engagent le gouvernement pour ces actions. Il y a des mais il y a aussi des questions multilatérales qui pourraient engager les banques publiques, et aussi les technologies, les financements. Donc, il y a plusieurs domaines, comme j'ai cité ce matin. Mais le principal, c'est comment on peut avoir des projets sur lesquels on apportera des investissements du Brésil vers l'Afrique ou apporter plus de capital à cette table, les choses à partir de là. Je trouve qu'il faut penser au pourcentage. Peut-être on n'a que 1% qui représente le commerce entre l'Afrique et le Brésil. Peut-être l'opposé, c'est différent, c'est un peu plus, mais il faut avoir le bon prix, le prix correct, à partir de là. Natália, ontem nós tivemos uma sessão aqui, on a un secteur ici, on a parlé d'intelligence artificielle qui parlait aussi du pouvoir des femmes. Il y en a plus de femmes que d'hommes ici, on aurait ça. Ça, c'est très cher à vous, ce thème. Mais il y a un autre thème, c'est la durabilité et la création d'emplois. Sans penser à ça, c'est difficile de faire de l'infrastructure une réalité. Il faut parler à la formation des personnes, sinon on ne va pas avancer dans les thèmes plus simples. Et dans d'autres parties de votre vie, dans vos activités, vous avez déjà parlé de ces sujets. Je ne voudrais pas rater l'occasion d'attirer l'attention là-dessus. Comment on peut penser à l'infrastructure sans investir sur la formation humaine? Ou comment on peut augmenter la capacité des pays
s'autogérer et d'avoir plus de développement avec la formation humaine, formation des gens. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Félicitations pour l'organisation de ce nouveau forum Brésil-Afrique. C'est toujours un moment très important pour nous pour rapprocher ces deux régions. Bon, je vais peut-être faire un petit pas en arrière et vous parler un petit peu de mon expérience récente au sein d'une banque de développement national. J'ai également dirigé une banque sud-africaine au Brésil. J'ai eu la chance de travailler beaucoup en lien avec le Brésil et l'Afrique. Et je pense que nous avons plus de points communs que nous ne l'imaginons. Tant le Brésil que le continent africain, et naturellement ici, je vous demande une permission pour faire des généralisations, puisque je sais qu'il y a des diversités grandes au sein de l'Afrique. Dans tous les cas, il faut avancer dans les investissements, diversifier ses économies. Et nous avons également un contexte qui est plus exacerbé encore avec le besoin d'assurer la transition énergétique en raison du contexte qu'on a de limitation de la capacité fiscale des gouvernements. Et on a par ailleurs aussi des subventions du Nord global, donc, qui rentrent en concurrence. Donc en ce sens, le rôle des banques de développement et du marché financier de façon générale est très important. Et je pense que je voulais donc revenir sur ce qu'a dit Ottaviano pour parler un petit peu du rôle des banques publiques nationales. À mon sens, ce sont les banques qui doivent avoir une vision de la politique publique, savent structurer des projets. Ils sont sur le terrain, et Lessa l'a dit d'ailleurs, ils sont sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que les choses se produisent. Ça, on en a beaucoup parlé, le rôle des banques multilatérales, mais les banques publiques, elles ont un rôle essentiel également pour pouvoir rendre possible les investissements du secteur privé, mais aussi pour préparer des projets de telle sorte qu'ils soient plus financiables de la part des différents acteurs en présence. En ce sens, je pense qu'on a un angle qui nous manque beaucoup dans ces discussions, et je vais revenir sur ta question sur la durabilité tout de suite, mais la question est de savoir comment faire en sorte que l'épargne nationale soit redirigée justement pour financer ce genre de projet et réduire notamment le coût du capital, c'est-à-dire que c'est là qu'il faut véritablement, qu'on pourrait véritablement utiliser l'épargne, donc des fonds de pension, des fondations, etc., et diriger cette épargne vers des projets où nous pouvons de fait soutenir, qui nous permettent de fait de soutenir l'inclusion et de promouvoir le développement économique. Donc je pense que c'est un petit peu ça que le gouvernement brésilien a essayé de faire, et c'est en ce sens, je pense que peut-être que ce n'est pas une très bonne nouvelle là, pour les relations Afrique-Brésil, mais j'ai l'impression que dans un scénario de transition énergétique, j'ai l'impression que Brésil et Afrique vont être concurrents en fait pour certaines ressources. Maintenant, la bonne nouvelle qui va nous faire passer des milliards aux trilliards pour financer la transition, on a de nombreuses estimations. Les financements climatiques en sont à 1,3 trillion, mais l'année dernière, seulement 15% de ces montants sont arrivés sur les marchés en développement comme le Brésil et comme le continent africain. En valeur absolue, c'est beaucoup, mais on doit atteindre les 8 trilliards par an, d'après les estimations. Maintenant, si l'on pense au stock de richesse, nous avons plus de 150 trillions en liquidité. Le monde n'a jamais eu autant de liquidité, le monde n'a jamais été aussi liquide. Maintenant, si on pense depuis la perspective du PIB global, ce n'est pas forcément quelque chose de si important. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on peut rendre possible ça, oui, si l'on travaille la question de la régulation dans les pays. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir de la stabilité juridique, de la régulation, et revoir les rôles des banques pour qu'ils deviennent véritablement ces acteurs qui diminuent les risques pour faire le crowding. C'est important pour la formation. Il n'existe pas de développement durable possible sans l'inclusion de la plupart de la population. Et on parle là d'autres populations minorisées. On a la question de la diversité ethnico-raciale du pays. C'est une question au Brésil. Et on ne va pas parvenir à assurer ce développement sans formation. Et je pense que c'est ça le rôle des gouvernements. Qui consiste justement à investir et préparer la main-d'œuvre pour les professions de l'avenir. Et en ce sens, je pense qu'on doit avoir des politiques très bien structurées pour ça. Oui, effectivement, c'est un thème très important. On pourrait même faire un forum uniquement sur ce thème d'ailleurs.
Armando, des fois on s'intéresse à un pays et on identifie une certaine vocation de ce pays, hein. Vocation d'attraction d'investissement, vocation d'intérêts extérieurs. Et je me souviens d'une conversation récente qu'on a eue en Angola avec des autorités qui disaient que l'Angola, dans les années 70-80, se trouvait parmi le top 4, disons, des producteurs de café du monde. Et là, actuellement, l'Angola ne fait plus partie de ce ranking des pays importants dans ce contexte. Dans d'autres cultures, il y a eu des situations différentes. Donc comment est-ce que des pays, l'Angola ou pas d'ailleurs, peuvent cesser d'être, disons, otages d'une seule culture pour pouvoir attirer des intérêts extérieurs et recevoir des investissements, notamment dans l'infrastructure? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez d'avoir été invité, d'être dans ce panel-ci avec autant de personnalités importantes. Bon, la question qui a été posée par le professeur, je pense qu'elle caractérise l'ensemble du continent africain, hein. Des pays qui dépendent d'une monoculture pour l'exportation, une grande volatilité, grande exposition aux volatilités des commodités, hein, sur le marché international, parce qu'une bonne partie de ces économies ont été dessinées justement pour extraire de la matière première et les rediriger vers les métropoles, hein. Ils ont vu l'impédance, des civils ont éclaté, hein, on peut parler de la guerre froide, par exemple. L'Afrique a été un endroit central de la guerre froide. Donc des conflits civils extrêmement importants sont nés, et détruisant d'ailleurs les économies nationales. Ça a été le cas de l'Angola notamment. Et naturellement, aujourd'hui, le grand défi, en l'absence de capital humain, beaucoup de personnes sont décédées, des gens ont migré. Ces économies doivent se diversifier. Elles doivent se diversifier. Bon, je suis donc ici en tant que chairman du Fonds souverain. Et mon CV est public, hein. Je suis passé par la FMI, j'étais directeur exécutif de la Banque mondiale aussi. Mais aujourd'hui, on parle de la perspective d'un fonds d'investissement. Qu'est-ce que l'on a vu en Afrique pendant les 2 dernières décennies, principalement avec l'effondrement des prix des marchés internationaux? Eh bien, les pays ont commencé à réfléchir et ont commencé à créer des fonds souverains. Nous avons aujourd'hui en Afrique peut-être une trentaine de fonds souverains à peu près. Et ces fonds souverains sont extrêmement diversifiés, ont des missions extrêmement diversifiées, hein. La première génération, on a vu par exemple des fonds souverains axés sur la stabilisation fiscale, c'est-à-dire pour adoucir la chute de la recette publique dans ces panoramas de crise des exportations. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e génération où on a un ensemble de mutations et une bonne partie des pays créent aujourd'hui des fonds souverains axés sur le développement et des fonds souverains axés sur l'épargne pure. Ceux qui se souviendront de leur cours d'économie, du modèle keynésien en particulier, dont on a parlé dans les cours d'économie, vous allez vous souvenir peut-être qu'à l'équilibre, l'épargne est égale à l'investissement. Donc, même les fonds qui sont purement dédiés à l'épargne, hein, purement d'épargne, pardon, donc c'est le cas du fonds que je gère, eh bien, nous assumons le présupposé que l'épargne va se transformer en investissement. Donc on adopte une stratégie globale la plus diversifiée possible, naturellement concentrée sur des investissements liquides dans les économies avancées notamment. Mais aujourd'hui, on commence à réfléchir quels sont les moteurs de la croissance économique globale, qui sont les économies émergentes. Et donc pourquoi ne pas diversifier le portefeuille, n'est-ce pas, également pour certaines économies émergentes, pour de nouvelles classes d'actifs où les infrastructures sont prises en considération. Infrastructures basiques, infrastructures axées sur l'agriculture, etc. C'est étonnant, parce que pour la réalité africaine, qu'est-ce que la réalité empirique nous montre? Près de 30 fonds souverains, avec des actifs sous gestion de 300 milliards. La classe d'actifs dominant dans les portefeuilles, c'est l'agriculture,
et la transformation dans l'industrie agroalimentaire. Pourquoi? Parce que l'Afrique a 1,4 milliard d'habitants actuellement. En 2050, ce sera multiplié par 2. C'est la plus forte fécondité du monde. Et nous espérons avoir en Afrique près de 40 à 60% de la population jeune du monde. C'est donc la plus grande force de travail du monde. Avec un accord continental de libre-échange, avec l'accord de libre-échange, nous allons avoir une zone de libre-échange qui sera extrêmement puissante dans le monde. Et les pays sont préoccupés par les investissements dans le capital humain. Et ça signifie s'intéresser à la pyramide qui nous montre que d'abord, on a une question de sécurité alimentaire en premier lieu qui doit être résolue. Et donc, on doit développer une stratégie fortement axée sur l'agriculture. Et je participe donc à ce forum sur une perspective globale du Sud, et c'est l'occasion de dire, et plutôt de questionner, quels sont les avantages comparatifs du Brésil par rapport à l'Afrique, et que nous pouvons maximiser. Et on voit donc l'industrie agroalimentaire, par exemple, l'agrobusiness. Nos institutions financières doivent pouvoir travailler ensemble, doivent pouvoir comparer pour pouvoir attirer le capital privé. Et nous, en tant que fonds souverains, nous co-investissons, c'est-à-dire que nous sommes un instrument de risque pour l'investisseur privé, qu'il s'agisse de l'agrobusiness brésilien ou africain. On met notre equity dans l'investissement et éventuellement on cherche une banque qui pourra apporter une garantie, une autre banque pour l'assurance, pour vraiment blinder le portefeuille vis-à-vis de la volatilité des taux de change. Bref, c'est ce type de coopération que les pays sud-sud doivent embrasser, disons. Super, je vais revenir au point que vous mentionnez dans quelques instants, concernant la façon dont les pays se sentent attirés, ou plutôt comment les entreprises, les individus et les entreprises se sentent attirés pour financer. Vous avez parlé d'agriculture et moi je pensais justement là à une question qui est assez commune, qui vous est commune à vous tous, et je vais en tant que modérateur prendre la liberté donc de faire émerger les questions. Et donc la question que je voudrais poser à Zem Edene, c'est la même question en fait pour tout le monde. Mais voilà, l'agriculture est à l'agenda, n'est-ce pas? En Afrique, au Brésil, dans le monde. Comment est-ce qu'on finance l'agriculture? Pas seulement en Afrique, mais aussi au Brésil, afin de développer les régions. Mais comment créer de la valeur ajoutée sur les produits agricoles? Si l'on regarde l'agriculture comme étant un chemin du développement. Ok, alors je suis très content que vous posiez cette question. Vous avez 2 minutes pour y répondre. Hein. Entendu, dans ce cas-là, je vais surveiller ma montre. Je ne serai pas long. C'est une question fantastique et vous avez parlé d'une nouvelle initiative qui a été lancée ici à São Paulo il y a quelques jours de cela, consistant à ce que 500 millions de dollars soient dirigés à des fonds d'equity pour l'agriculture. Vous savez que le Brésil est une puissance agricole considérable. On ne peut pas en douter de ça. De fait, on a une agriculture qui est très forte au Brésil. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les initiatives privées. On travaille avec un fonds brésilien d'equity privé qui a décidé donc de travailler avec nous. Et l'idée, c'est de faire émerger les connaissances brésiliennes, les expertises brésiliennes et surtout le capital brésilien vers l'Afrique. Mais ça va dans les deux sens puisque l'agriculture est une priorité et donc la question est de savoir comment est-ce qu'on améliore, disons, la situation du point de vue des ressources. Vous avez beaucoup entendu parler de ces données. Là, 60% des terres arables dans le monde se trouvent en Afrique actuellement. Mais de l'autre côté, ça signifie aussi que l'Afrique importe des milliards de dollars de nourriture tous les ans, ce qui n'est pas logique. Donc nous avons décidé, avec Juan, on le sait très bien d'ailleurs, nous avons décidé de faire quelque chose avec le secteur privé et c'est comme ça qu'on a lancé donc ce fonds qui est basé sur l'expertise brésilienne en Afrique aussi, mais aussi
On appelle ça le fonds de la sécurité globale, le fonds de la sécurité alimentaire globale. C'est également donc pour stimuler les exportations depuis l'Afrique. C'est l'une des façons dont on peut travailler avec le secteur privé qui a un rôle essentiel à jouer. C'est-à-dire que vous savez tous que vous connaissez la hiérarchie de la pyramide, là, avec, voilà, basiquement, les étages les plus bas de la pyramide, c'est la sécurité alimentaire, mais quand on grimpe dans la pyramide, on voit qu'ensuite on a du champ à l'assiette, from farm to fork. En Afrique, nous exportons énormément de matières premières. Il faut réussir à inverser la logique, notamment avec la participation brésilienne d'ailleurs, pour capter la valeur ajoutée, hein, de l'exportation brésilienne de viande, le café d'Éthiopie, d'ailleurs jusqu'au Moyen-Orient. Hein. Bref, c'est un excellent exemple. Je suis très content donc que vous ayez posé la question. Je ne m'y attendais pas, mais en tout cas, c'est une bonne façon pour moi de conclure mon intervention. Merci beaucoup, vous avez bien respecté les 2 minutes. Alors, Lessa, l'agriculture est une réalité dans votre région en amazonienne, hein, en région amazonienne. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'agriculture soit plus sexy, plus attirante dans la région et avec une valeur ajoutée aussi, une création de valeur ajoutée pour ce qui se produit dans la région? Alors en effet, le sud de la région amazonienne, c'est une ceinture de production qui est présente dans des États comme Rondônia, Tocantins, le Pará et le Maranhão. Vous avez 2 minutes aussi. Hein. Moi, je voudrais me concentrer ici sur 3 choses. Vous dites l'agriculture, pour qu'elle soit un peu sexy, un peu attirante, il faut qu'elle soit rentable en fait. Et pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit durable. Donc quand on regarde le processus productif en soi, hein, eh bien, on voit qu'il implique de la technologie. Mais ce qui introduit la compétitivité dans l'agriculture, c'est l'existence d'infrastructures adaptées pour l'écoulement de la production. Donc l'infrastructure logistique, de stockage, de transport, qu'il s'agisse de transport ferroviaire ou routier, ou alors même par voie hydrique, l'existence de ports adaptés, eh bien c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui apporte un peu de sex appeal, disons, à une certaine agriculture, puisqu'elle lui permet de devenir attirante. Je pense que cette attraction, elle peut monter d'un niveau aussi, quand on voit qu'en plus de la question de l'infrastructure adaptée, on a aussi un processus d'industrialisation qui crée de la valeur ajoutée à une matière première. Si j'exporte du soja, c'est une chose. Si j'exporte de la farine de soja, c'est autre chose. Donc l'idée peut-être est de faire venir dans ces régions de production de matières premières des investissements, et donc des financements à prix adaptés. Quelqu'un d'ailleurs a parlé, je crois que c'est quelqu'un qui, je ne sais plus qui, a parlé du coût d'investissement, d'implantation d'une usine manufacturière dans ces régions. On parle en particulier donc de l'Amazonie, hein, et je pense que c'est la même situation dans la forêt tropicale en Afrique. Le coût d'installation de cette infrastructure est plus élevé qu'ailleurs, plus élevé que dans des lieux plus développés. Mais par ailleurs, elle crée un bénéfice social qui est beaucoup plus grand que si la fabrique avait été mise dans un centre urbain. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit créer les conditions de la compétitivité au niveau de la production agricole dans ces régions, qu'il s'agisse donc de cette compétitivité en termes de financements adaptés pour la logistique, de financements adaptés pour les infrastructures, et principalement, on doit faire entendre une vision de durabilité, de développement durable dans tous les investissements qu'on fait, pour voir si les projets en question vont exercer une pression environnementale ou pas sur nos environnements, et c'est la combinaison de tout ça qui va garantir notre croissance de façon durable. En 2 minutes, vous avez tout dit, merci beaucoup, bravo. Natalia, l'agriculture est certainement un agenda dont on pourrait parler énormément. Je sais aussi que l'agriculture, pendant votre participation dans une banque privée puis une banque publique, je sais que ça a été une question qui était au cœur des discussions. Comment l'agriculture peut-elle cesser d'être quelque chose d'élémentaire et devenir quelque chose de l'ordre de l'agenda national ? Je pense que ça, c'est la grande question du moment. Hein. Si l'on pense l'Afrique, pour avoir une idée de l'importance de l'agriculture africaine, elle est responsable de 25% du PIB de l'Afrique subsaharienne et 75% des emplois.
Donc c'est un secteur d'extrême importance et pendant les 10 ans pendant lesquels j'ai travaillé avec l'Afrique, j'ai vu que là où nous avons le plus d'intersections entre le Brésil et le continent africain, c'est dans l'agriculture, puisque toute technologie de l'agriculture tropicale est développée au Brésil peut être appliquée à la savane africaine. Donc la question est de savoir comment utiliser l'agriculture à partir de nouvelles bases. Et je pense que tous les échanges qu'on a eus ici dans un contexte de changement climatique au sujet de l'impact du changement du climat sur l'agriculture et par ailleurs les questionnements concernant le soutien des pratiques qui vont aider à d'ailleurs fixer, séquestrer du carbone dans le sol avec l'utilisation de matières premières biologiques par exemple. Bref, comment est-ce qu'on développe des pratiques agricoles développées au Brésil au niveau de l'intégration avec la forêt et l'agriculture vers le continent africain. De la même façon que l'Afrique a pris plus de temps à développer son secteur de l'énergie par exemple et qu'elle a grillé certaines étapes, eh ben, on en est par exemple à l'énergie solaire et génération distribuée, alors que nous on est passé par tout un tas d'autres modèles. Eh bien, je pense que le développement de l'économie africaine, principalement agricole, peut fonder de nouvelles bases, basées sur l'utilisation donc de bio-engrais, l'utilisation donc de nouvelles technologies, mais aussi s'inspirer des méthodes d'intégration entre l'agriculture et la forêt. Vous avez parlé d'agriculture, on a parlé du café. Et comment on fait cette intégration? Comment ça circule? Comment on fait plusieurs cultures en même temps de manière à diversifier le portefeuille d'un pays? On parle d'une culture, mais comment on peut l'élargir? Dans le cadre de la stratégie qu'on arrive à faire, nous donnons la priorité à la protéine animale à court terme, le poulet et les porcins. Mais on parle aussi de la protéine végétale, les grains. Et là, on priorise le mil, le maïs, les sorges, le soja, les tournesols, pour permettre qu'on ait la bagasse et les composantes de protéines. Notre intention, c'est d'investir sur la chaîne de valeur intégrale, depuis les champs de production, les unités de traitement, une partie de l'infrastructure, les magasinages, l'élevage, les abattoirs, jusqu'à la distribution. On regarde les classes spécifiques où l'Afrique peut avoir des avantages compétitifs, comme l'exportation d'avocats, par exemple, l'exportation du sucre, de canne à sucre, production de sucre, la palme. Nous avons approuvé une stratégie de 5 ans. Nous ciblons sur ces segments. Nous croyons que c'est suffisant pour avoir un impact sur l'agenda de diversification de l'économie. Mais je peux en ajouter. Notre stratégie observe aussi la chaîne de valeur intégrale où il y a les engrais qui sont cruciaux. On a des ressources naturelles comme le pétrole. Et là, nous travaillons sur les hydrogénés pour utiliser le gaz naturel, pour le transformer en ammonium et urée. Et aussi le phosphate, mettre le phosphate. Mais puis les blended, regardez les blended, pour acquérir des connaissances. Et c'est là le rôle des organisations multilatérales. La Banque de développement n'a pas seulement la fonction de financer, mais aussi de produire des connaissances. Et comment on peut utiliser ces connaissances, étudier les sols des pays, la morphologie et permettre que les blends équilibrent les engrais, une chose que l'Embra n'a pas fait très bien ici au Brésil. Et enfin, regardez le capital humain, c'est la principale ressource du continent. Et on observe aussi le potentiel du produit pharmaceutique. Bon, Armando a laissé une indication. On parle d'agriculture encore. En 2 minutes, voyons. Comment on transforme la connaissance en richesse pour que l'agriculture soit de fait un actif important pour un pays? Oui, même en 2 minutes, je veux renforcer quelque chose. Le financement de l'agriculture,
il cesse d'être un défi quand on a les conditions de production avec de la rentabilité, de la productivité. Donc, le processus sont en dehors de la question du financement que dans l'absence ou non de financement. Et pourquoi je le renforce? Je le souligne. L'année où je suis arrivé à la Banque mondiale a fait une étude sur le soja brésilien. Parce que le soja brésilien, en 2004, était déjà arrivé à compétir avec le soja américain, productivité en exportation, et la Banque mondiale voulait apprendre avec l'expérience brésilienne pour l'offrir à d'autres pays. Pourquoi je le rappelle? Parce que le rapport de la Banque mondiale a conclu que le Brésil était dans ces conditions malgré le fait d'avoir perdu 30% de la production de soja à cause de l'absence de conditions de logistique et démagasinage. Imaginez, si le Brésil avait les conditions logistiques et démagasinage adéquates, la productivité serait encore plus grande. Donc, il faut aussi des investissements complémentaires. En 2006, un petit terrain à São Paulo produisait de la canne à sucre. Et le propriétaire, un ingénieur, nous a montré la carte de ces petites parcelles de terre et a montré les différents types de semences de canne à sucre qu'il avait sélectionnées parmi les plus de 500 semences disponibles. Donc, il a utilisé de la science. Le président de la Banque mondiale me dit alors, bien sûr, l'explication de la productivité agricole brésilienne vient de la science. Donc, la science a un rôle important pour après être accompli par l'investissement public en général et les autres. Mais c'est un point très peu exploré de transfert de technologie et de coopération entre le Brésil et l'Afrique. Et je suis sûr que d'après les caractéristiques de sol et d'autres, toute cette collection de semences qu'on a ici peut être reproduite en Afrique. Et c'est impressionnant comment cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Donc, les problèmes, ce n'est pas pour le financement ou l'absence de financement. Non seulement ça. Le problème est de faire ce qu'il faut faire pour que la production agricole, naturellement, soit le point central des financements. Vous avez parlé avant que votre banque a une grande envie de travailler avec le Brésil et aussi avec d'autres pays. Mais si c'est le Brésil, moi je ne vais pas parler d'autres pays, mais l'African Bank et l'Afrique en général spécialement, Franklin Bank va dire pourquoi ne pas travailler avec le Brésil en agriculture, dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'il faut encore pour que le Brésilien travaille avec l'Afrique pour apporter des ressources en Afrique ainsi qu'on a au Brésil? Très bien. C'est parce qu'au Brésil, en tant que banque, on appuie seulement les Africains. Bon, on appuie les Africains dans le monde entier, mais comme le Brésil a ces grands taux d'habitants de la diaspora, ça fait du Brésil une priorité pour nous aussi, ainsi que le Caraïbe. C'est ça qu'on regarde quand on voit le Brésil et les affaires. Ce qu'il faut faire davantage, c'est comme de combiner l'expérience de l'agriculture, les producteurs au Brésil, et ce que l'Afrique peut faire. Quelles sont les spécificités qui peuvent être faites ici et commencer à introduire ces financements ici? Il faut ajouter de la valeur et c'est là que le Brésil peut nous aider. Je vais vous donner un exemple rapide. C'est le chocolat chaud, par exemple, la production du cacao. Dans le monde, c'est 1,4 milliard. Mais en Afrique, on produit de 2 à même pas 10% de tout ça. Et tout le profit va aux gens qui font l'emballage, la vente, etc. Donc, nous
nous n'exportons. Ma vision, c'est de faire un mariage, une combinaison claire entre quels sont les pays qui commencent à faire cette production dans des secteurs industriels et qui travaillent avec la formation des gens et aussi la formation pour l'agriculture, etc. Il faut faire ça avec les plateformes numériques qui puissent engager les gens. Il faut investir là-dessus et avoir l'investissement de capitaux plus fluent. Bon, je vais répéter les règles maintenant. Je vais vous poser un défi à tous mes collègues. C'est une minute. C'est le bit de l'ascenseur. Donnez la recette, s'il vous plaît, de comment transformer un pays, disons, de l'infrastructure avec des investissements disponibles. On a vu que le problème, ce n'est pas seulement les ressources, mais dans une minute, quelle est la recette pour le développement des infrastructures? Une minute, Ottaviano. Il faut avoir des institutions qui donnent de la sécurité à l'investissement privé pour qu'ils participent à des projets d'infrastructure. Ça, c'est fondamental. Ce qui veut dire que la transparence, crédibilité et au-dessus l'obéissance à la loi. Zem, une minute pour que tu dises la recette. Je sais, je peux dire en 30 secondes même. Je pourrais parler pour toujours, mais non. D'abord, développer les capacités locales. Diminuer le coût de financement pour le projet. Et un autre, c'est macro, c'est faire des affaires plus faciles à exécuter, à effectuer. Comme on voit, quand on voit les rankings que North Banking publiait, ils avaient IFCs, etc., parce qu'on fait les choses de manière plus complexe pour les entreprises, pour que les entreprises puissent faire ces affaires. C'est amélioré en Afrique, mais on peut améliorer davantage. Ce que je vais ajouter pour conclure, c'est une préoccupation par rapport aux agences de ratings et comment ils classent l'Afrique. Le coût de prendre des empreintes de l'Afrique. Il y a un mouvement maintenant pour que l'Afrique ait ses propres agences de rating, pour que l'on puisse engager et faire que les notes qu'ils attribuent à l'Afrique puissent vraiment être un reflet de l'état de développement où se trouve l'Afrique, au lieu de copier simplement les notes qu'ils ont ailleurs. Vous m'avez donné une minute, mais j'ai donné une liste de choses, mais c'est le principal. Peut-être on pourra parler de notes de l'Afrique dans un autre forum. Moi, je trouve que la première chose ne seront pas solutionnées sans le Brésil et l'Afrique. C'est la protection de la biodiversité, la sécurité alimentaire. Il faut s'approprier de ces points. Comment le viabiliser? Qu'est-ce qu'il nous faut? Au gouvernement, il faut faire la régulation pour permettre une ambiance, un environnement d'affaires, créer des conditions pour l'augmentation de l'épargne interne. Je suis tout à fait d'accord avec la description de rating. Ce n'est pas seulement pour les pays de là-bas, mais aussi pour le Brésil. Il faut l'incorporer avec des aspects ESG dans un processus de sélection de rating. Mais ça, c'est très subjectif aussi, ce processus. Mais en ligne générale, je trouve qu'au gouvernement, il incombe la sécurité juridique et le secteur privé, évidemment, il doit fournir le capital et l'expertise pour le développement des projets.
le rating. Donc, 1 minute, Armando, pour votre recette. D'abord, faire un cours de connaissances sur la science en matière de biens publics pour appuyer les formes nécessaires à nos pays. Ensuite, la bonne structuration des projets. Et ensuite, troisième, travailler avec les players locaux pour qu'ils travaillent avec, ils ont une meilleure perception du marché, ils considèrent meilleur le risque et les convéniences. Très bien, précis et rapide. Rated, 1 minute pour vous, votre recette. Bon, la première chose, c'est de dire qu'on a besoin de capital, de la structure. Il faut que les pays sachent comment ils doivent grandir et de manière multilatérale aussi, parce il faut qu'ils touchent la question des ratings aussi, parce que ce que nous avons, ce n'est pas suffisant. Et le bilan ne montre pas les richesses exactement que nous avons. Les notes sont toujours faibles en Afrique. Il faut vérifier les talents qu'on a. Et l'importation des infrastructures ne vont pas nous aider à long terme. Il faut former et compter sur certains pays qui vont nous aider à diminuer les coûts. L'Africa Energy Bank a commencé ce programme, mais non seulement pour la transition, mais pour aider à l'infrastructure nécessaire pour la distribution d'électricité et tout ce qui est nécessaire. Donc, le financement local, pour résumer. Mais évidemment, il y avait d'autres choses à dire. La réponse a été la banque d'énergie. La banque apporte la réponse. C'est l'énergie qui est cruciale. Merci. Je trouve qu'on a déjà parlé ici des trois choses, de 3 points de base. C'est la stabilité juridique et le financement des coûts adéquats. Et une fois déjà résolu ce problème, il faut avoir les avantages compétitifs, observer l'infrastructure nécessaire au développement de ces avantages. Et non seulement sur certains points et oublier les autres, parce qu'enfin la logistique finit par user son avantage compétitif. Il nous faut des solutions financières qui concernent toute la chaîne, le grand, le moyen et les petits, tous ceux qui sont concernés dans ce processus de développement. C'est un traitement horizontal de l'infrastructure et un vertical de tous les players qui sont concernés par le processus, dans le processus. Bon, aidez-moi maintenant. Bon, on va les applaudir. Tous ceux qui ont répondu aux questions, c'est mon équipe. Je dis toujours que quand on vient à un événement comme celui-ci, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris pendant la journée, pendant ces 2 journées, mais j'ai appris beaucoup plus avec cette participation. Et je vous remercie de la manière comme vous avez expliqué des choses tellement lointaines, séparées et compliquées. Encore une fois, merci beaucoup. J'espère vous voir bientôt. Merci beaucoup.